Bienvenue dans le podcast Intime Gaïa, qui se plonge dans la sexualité et l'intimité de personnes comme vous et moi. Pour ce deuxième épisode d'Intime Gaïa, je reçois Anna, une chanteuse de 26 ans. Nous nous connaissons depuis très longtemps, mais avant cet enregistrement, nous n'avions jamais parlé de sa sexualité. Si je lui ai demandé de participer à ce podcast, c'est parce que je l'ai toujours admirée pour son rapport au corps. Anna habite son corps comme personne. Il lui parle et elle l'entend. Alors j'ai eu envie de comprendre comment cette relation s'était construite, mais aussi quelle place la sexualité avait dans sa vie. Au cours de cet épisode, vous entendrez sûrement les émotions qui nous ont traversées. Sans cri égard, elles nous ont bercées comme des vagues, parfois doucement et parfois avec plus de force. J'espère en tout cas que nos voix vous transporteront dans cette atmosphère de vulnérabilité. Avec Anna, nous avons parlé de son envie d'être pirate, de reconstruction, d'amitié, de l'union féminin-masculin et des battements du cœur. C'est parti. Bonjour Anna. Bonjour. Avant de commencer cette interview, j'ai envie de parler de ce que tu me fais ressentir quand on est toutes les deux, pour te présenter un petit peu plus aux auditeurs. Je ne vais pas utiliser mes propres mots pour ça, mais ceux de Clarice Pinkola Estés, qui est l'auteure de Femmes qui courent avec les loups. Et je vais lire l'avant-propos. Nous éprouvons toutes un désir ardent, une nostalgie du sauvage. Dans notre cadre culturel, il existe peu d'antidotes autorisés à cette brûlante aspiration. On nous a appris à en avoir honte. Nous avons laissé pousser nos cheveux et nous en sommes servis pour dissimuler nos sentiments. Mais l'ombre de la femme sauvage se profile toujours derrière nous, au long de nos jours et de nos nuits. Et en fait, je lis ce texte parce que quand je suis avec toi, quand on discute et quand j'apprends à te connaître, j'ai vraiment la sensation que tu fais respirer cette part sauvage, que tu la laisses s'exprimer, que tu refuses consciemment de la diminuer ou de la faire taire pour plaire à des personnes qui auraient des soucis avec une certaine puissance féminine. Donc je voulais profiter de cet échange pour te remercier d'être cet exemple dans ma vie. Bah, merci à toi. Commencer comme ça, en me faisant presque pleurer, pardon. Donc je suis vraiment très heureuse de t'avoir dans ce podcast parce que j'ai le sentiment que voilà, cette femme sauvage, elle sera présente. Maintenant, donc après cette courte présentation, passons à la sexualité. Alors ma première question c'est, est-ce que tu te souviens de l'âge auquel tu as commencé à te poser des questions sur la sexualité ? Alors, à me poser des questions vraiment spécifiques, avec des mots sexuels, etc., pas du tout. Comment dire, quand j'étais petite, moi, c'était un truc qui m'intéressait pas du tout. Je m'en fichais complètement. Je voyais qu'il y avait plein de discussions sur plus ou moins, enfin les adultes qui parlaient plein de choses par rapport au genre, qu'est-ce qu'une fille, qu'est-ce qu'un garçon, et je rien à cirer, ça me parlait pas du tout. Du coup, j'écoutais pas du tout. J'avais des copains, pareil, qui cherchaient quand on était en maternelle, hein, qui cherchaient des copains, mais des maris, voilà. Donc t'avais un mari différent suivant la cour de récré avec qui tu jouais, tout ça. Pendant des années, en fait, je n'ai toujours eu rien à cirer. Et je voyais que des mots vraiment spécifiques à sexualité, etc., me poser des questions, je passais très peu par la pensée, aujourd'hui encore, hein, je vais pas vraiment beaucoup changer, par la pensée vraiment genre, bon, je me pose cette question-là, bon, réponds-moi à cette question-là. C'est plutôt sensation, émotion, le corps, qu'est-ce qu'il fait, oh, c'est sympa ça, qu'est-ce que c'est, wow, c'est top, quoi. Donc c'était assez rigolo comme ça. Après, moi, j'ai été élevée dans une famille qui est assez, C'était quand même assez libre. Voilà ce que je veux dire. Après, moi, spécifiquement, moi, j'ai commencé à entrer en contact avec le corps en tant que vraiment
Ouais, instrument de plaisir, on va dire, très très tôt. Et je me rappelle même pas à quel point c'était tôt, en fait. Et du coup, pour moi, ça a toujours fait partie de ma vie, même par rapport à la masturbation, etc. J'ai dû commencer à me masturber, je devais avoir 3 ans, 4 ans, quoi. Mais j'avais aucune idée de que le mot c'était masturbation. Oui. Enfin, voilà, du coup, j'avais pas de honte ni rien, juste c'était un truc normal, j'en parle pas, je fais pas du tout mental, quoi. Pas du tout. Beaucoup de choses dans ma vie qui sont pas comparables. Ta famille, elle était assez libre, comme tu dis, et comment tu le ressentais parce qu'ils parlaient entre eux? Parce qu'en fait ils t'ont juste jamais posé de questions sur la sexualité ni rien, parce que pour eux c'était quelque chose de super naturel. Mais je pense qu'il y a quelque chose un peu comme ça. Après comme du coup je me posais pas de questions mentales, il y a peut-être plein de choses en fait que j'ai pas vues ou entendues en étant enfant, oui. Et que comme j'étais un peu dans mon monde à m'occuper de mon truc, et puis voilà, les autres ils font leur truc et ça me dérange, enfin chacun sa vie un peu, quoi. Et du coup je suis sûre qu'il y a plein de choses que j'ai pas vu, j'ai pas capté. Ça se trouve tous les jours ils m'éduquaient sexuellement, mais je comprends. Et comme j'écoutais pas, bah j'en sais rien, quoi. Ce que j'ai eu comme aide énorme, en fait, je pense, qui a aidé l'enfant que j'étais à ce moment-là, qui était un peu dans son truc, qui a vu sa vie tranquille, quoi, c'est que du coup j'ai eu une petite sœur qui est née très peu après moi, donc elle a vraiment, on est très proche en âge, quoi, qui elle par contre est née arrivée en mode bon, moi la sexualité je veux tout comprendre, je veux les mots, je veux la définition, je veux le truc, je veux le schéma, je veux qu'est-ce qui se passe et pourquoi. Elle, pour le coup, c'était théorique et fallait le classifier, fallait le marquer, fallait tout expliquer en public, évidemment, sinon c'est pas rigolo de demander aux parents. Donc du coup, à côté de ça, que moi qui captais pas, je pense que j'ai eu en plus cette éducation de la petite sœur qui demande aux parents, en fait, et ça c'est quoi, et ça c'est pourquoi, et des garçons qui se font des bisous, mais comment c'est, à 3 ans et demi, quoi, donc et c'est normal, et pourquoi, c'est sympa, ça a l'air super. Très très curieux. Voilà, très curieux, mais surtout de la réaction des parents qui du coup répondent en fait du mieux qu'ils pouvaient répondre à ce moment-là. Enfin, ça tend de curiosité. Il y a eu des petits moments de solitude peut-être des parents. Ah, ça devait être très très rigolo, parce que ce genre de questions, je crois, arrivaient souvent au public, donc c'est juste assez rigolo. Mais en même temps, cette espèce de courage, j'ai ce souvenir de ma mère qui me raconte justement que voilà, ma petite sœur a posé des questions, genre qu'est-ce que c'est qu'une fellation, elle est dans le métro, la gamine elle a 4 ans, quoi. Et du coup le silence total dans le dans le wagon, mais pas choqué, mais juste tout le monde hyper amusé, grand silence, et genre comment allez-vous répondre à la question? Et elle a répondu assez, justement, cette espèce de refus de pas dire bon tais-toi, on parle pas de ça ici, et du coup de répondre voilà, c'est quand parfois tu peux faire un bisou sur le zizi du papa ou je sais pas, un truc comme ça, et du coup ma sœur l'a fait dégueulasse, elle avait 4 ans, c'est normal, quoi. Mais enfin voilà, donc c'est cette espèce de réflexe en fait de parler. Du coup si tu poses une question, je vais te répondre, et donc c'est pas caché, c'est pas mal. Bon, si tu pouvais éviter de demander ça tout le temps, dès qu'il y a beaucoup de monde, ce serait top, mais bon, tu fais, écoute, voilà. En fait, ça a été une éducation un peu indirecte. Voilà, ouais. D'une certaine manière, de ce côté-là, mentalement, c'est toujours un peu, voilà, ça s'est fait un peu indirectement, en tout cas quand j'étais petite. Après, moi, on me disait que j'étais un peu garçon manqué. Oui. Je me sentais pas du tout garçon manqué, parce que pareil, le genre, c'est pas que je m'y intéressais pas du tout, c'est je comprenais et je captais, voilà, les garçons, les filles, mais ça ne m'intéressait pas outre mesure. Ces titres, en fait. Juste, moi, en fait, tu te sentais pas garçon manqué, mais tu te sentais pas fille non plus particulièrement? J'étais moi, et puis le titre que les autres mettaient dessus ne m'intéressait pas. D'accord. Du coup, voilà, donc si quelqu'un essayait de m'expliquer, j'ai eu une conscience très très jeune de certaines limites que les gens essayaient de mettre aux enfants, mais ou peut-être j'étais entourée de plein de copains qui étaient un peu dans la même énergie comme ça, de dire bon moi je m'en fous de toute façon parce que je joue avec lui, donc je joue avec lui, voilà, quand il me saoulera, je jouerai plus avec lui. C'est beau cette espèce de truc, de truc d'enfant, et du coup je pense que moi j'étais déjà un peu comme ça quand j'étais petite. Ce qui m'importait c'était de jouer avec mes copains, après de jouer avec moi tout seul, et après de faire autre chose, et de faire ma vie, et d'être dans la vie en fait. Voilà, et puis moi j'étais pas beaucoup dans l'avenir, et aussi je voyais dans l'avenir c'était je serais un pirate, mais un pirate sympa, cool, en fait je serais quand même sur la plage, mais en fait je ferais pas vraiment pirate, mais juste je l'aurais le titre parce que c'est un peu classe quand même. Enfin voilà, pas du tout occupée de ça. Et le fait que tu te sois, que t'aies commencé la masturbation assez tôt, même si t'es pas spécialement conscient que c'est de la masturbation, est-ce que quand tu as grandi dans le rapport que t'avais avec ton corps, t'as senti que ça t'influençait? Ouais, énormément, parce que du coup le corps comment dire, c'est pas un allié, c'est pas un outil, parce que c'est pas beau, et c'est pas ce que je veux dire, mais ouais, en tout cas ça peut être source de plaisir. On peut aussi se faire mal et se péter la tronche et se faire mal, mais et c'est normal, et enfin comment dire, vers l'âge on va dire où les enfants sont supposés entre guillemets commencer à se poser des questions,
enfin genre on va dire 8-9 ans, tout ça, comment ça se posait, voilà, le corps différent du garçon, le corps différent de la fille. Et en fait à cet âge-là un peu, moi j'ai vécu des événements un peu violents, on va dire, qui m'ont, je pense, déjà que j'étais pas hyper consciente et ouverte à cette idée d'aller réfléchir vers la sexualité, qui m'ont encore plus fermée, je suppose. En gros, je me suis fait agresser quand j'étais petite, quoi, mais juste du coup, ça a fait que ça a mis un frein complet à l'ouverture, on va dire. En fait, ça fait plusieurs choses. D'un côté, remis tout à zéro, comme les gens qui se construisent, on va dire, les gens normaux entre guillemets, hein, ça n'existe pas. Peu importe. Mais on va dire que quelqu'un de lambda, un peu genre le schématique, il se construit, et puis il commence à se poser des questions, et du coup il part dans un truc, et on a les schémas de base, et on a une espèce de sexualité qui est un peu au niveau zéro, et qu'ensuite on se construit d'après ça. Moi j'étais déjà niveau 0, voire -1. Et à partir de là, en fait, je pense que j'ai fait, on va dire 150 pas en arrière, parce qu'au lieu de partir à 0 et en mode bon, moi je découvre la sexualité, j'expérimente le corps, c'est génial et tout, je suis partie à partir de cet âge-là avec pas des béquilles mais des grosses blessures, quoi, et genre bon, là ça marche, là c'est pas possible, là c'est bloqué, là c'est bloqué, là c'est bloqué, là c'est bloqué. Ça a fermé beaucoup. Ça a fermé plein de trucs en fait, et même de possibilités même imaginaires en fait. Du coup pendant une certaine période ça a mis encore plus cette idée de sexualité encore plus loin de moi, puisque du coup je préoccupais encore moins à l'époque où voilà, peut-être entourée de choses négatives en fait, donc voilà c'est ça, je voulais pas la voir, et en plus de ça naturellement on va dire en tant que personne c'est pas quelque chose vers laquelle tu vas naturellement, enfin la sexualité si, mais pas la manière de faire des autres en fait. Du coup c'était assez rigolo parce que pendant tout mon collège-lycée, je me suis jamais posé la question si j'étais moi asexuelle, parce que je savais que j'avais du désir sexuel, etc. Et et je connaissais pas ce mot exactement, en tout cas, mais voilà, je savais que je sentais que ton corps, je sentais que moi j'étais pas, et de toute façon j'avais toujours du désir, etc. Mais jamais vers quelqu'un j'ai jamais eu de crush ou des choses comme ça, de béguin pour quelqu'un, même quand j'étais petite et tout. Donc du coup je me suis un peu posé la question vaguement quand j'ai entendu le mot, et je me suis dit mais non, pas du tout, ça me correspond pas du tout. Mais du coup c'était rigolo parce que j'avais plein d'amis qui me racontaient leurs histoires. Alors c'est peut-être cette espèce de décalage faisait que j'étais plus amène de voir plein de choses de leur vie. Du coup j'ai plein de copines, voilà, on se parlait, on s'aidait, c'était super sympa. Et c'est au lycée que j'ai appris plein de mots rigolos, tellement drôles, parce que moi j'avais conscience très tôt, comment dire, que je pouvais être potentiellement attirée par les hommes ou par les femmes. Quand j'étais petite, par exemple, voilà, je trouvais qu'une personne était à l'âge où c'est pas du tout forcément sexuel du tout, quoi. Je me disais, cette personne est vraiment trop géniale, c'est ma personne préférée dans le monde entier. Eric numéro 2, c'était une autre personne, mais mais voilà, et du coup ça pouvait être des femmes ou des garçons, et en fait du coup je pense que je me suis construite avec ça, et en plus du fait que voilà, aujourd'hui je mets des mots, la bisexualité, la pansexualité, mais à l'époque pas du tout. Et en fait ce sont tous, je pense, des mots que je serais allée chercher un peu, me réfléchir un peu plus si j'avais pas eu tout ce gros blocage entre guillemets. Vers collège-lycée, et en fait j'étais très amie au lycée. Je suis tombée en amitié vraiment complètement par hasard. C'était presque une erreur de personne qui était à côté de moi, mais ça aurait pas dû être n'importe quoi. Je suis tombée en amitié avec une nana que j'adore, et que je suis toujours amie avec elle, et elle qui était ouvertement lesbienne, dans les années 80. C'est beau quand même. C'était super, et surtout qu'elle était enfin vraiment, et puis elle était assumée, et elle allait éduquer tout le monde au lycée, et d'ailleurs au collège, et d'ailleurs c'est ce qu'elle a fait, et elle l'a fait très bien. Elle était pas du tout dans l'agressivité du tout, mais donc d'avoir cette amie comme ça qui cherchait énormément, qui mettait énormément de mots, qui allait chercher dans les communautés, dans les bouquins, dans les personnes, elle allait chercher partout. Et donc elle me faisait trop rire, parce qu'en plus elle était à l'aise avec moi, parce que je trouvais qu'elle était super et tout, et elle me faisait trop rire. Et par contre elle venait me raconter toute sa vie, donc j'avais tous les détails, donc elle devait se sentir en sécurité, ce qui est vraiment tellement gentil, c'était un vrai cadeau qu'elle me faisait, quoi. Et un jour, donc ça faisait 4 ans qu'on était amis, etc., tu vois. Juste avant que la cloche sonne, c'est pas quoi, elle me fait putain, c'est marrant, t'es la seule personne que je connais qui est ouvertement bisexuelle. Puis ça va. Et moi, évidemment, un grand expert, j'ai répondu genre oui, oh oui, comme si je savais absolument ce qu'elle voulait dire. Puis du coup je suis rentrée en cours, et après j'ai passé 2 heures en cours de maths genre qu'est-ce qu'elle j'étais quoi. Alors après je suis rentrée chez moi et j'ai vu sur Google ou je sais pas quoi, bisexuel. Bon non, ou même plusieurs jours plus tard, sur le moment j'ai fait genre bien sûr je sais exactement de quoi tu me parles, monsieur. Tellement drôle. Et donc en fait c'est la première fois que j'entendais ce mot là, hilarant. Mais je trouve ça vraiment beau qu'à plusieurs étapes de ta vie, en fait, tu n'y allais pas de manière naturelle faire les recherches, et t'étais entourée de personnes qui m'aidaient, étaient à fond là-dedans, qui m'aidaient. Et donc, en fait, indirectement, te donnaient des petits éléments, et après, tu les prenais, ça, c'était ta liberté, et c'est beau, je trouve, que
Bah, tu les as pris quand même. Ouais, non, je suis allée les chercher, etc. Mais quand je vois la manière dont je les ai rencontrés, c'est hyper rigolo. Mais je vois en plus que la manière dont maintenant, rétrospectivement, hein, la manière dont on s'est aidés toutes les deux et tous les amis, etc. Et tous les amis qu'on a aidés, en fait, qu'il y avait autour de nous et à quel point ça a fait impacter, c'était vraiment, c'est très impressionnant. Aujourd'hui encore, je vois l'influence que tu peux avoir. Ouais, d'ailleurs, cette amie aujourd'hui, elle se considère comme bisexuelle, donc c'est hyper drôle. Enfin, c'est hyper drôle. C'est pas rigolo, genre, mais... Enfin, en tout cas, c'est un privilège d'avoir fait autant partie de son chemin, et d'être autant témoin, parce qu'elle me racontait vraiment sa vie, quoi. Donc, du coup, j'adore la vie des gens, c'est génial. Et, donc, tes premières expériences ont été assez violentes. Donc, quand t'étais plus jeune, les premières expériences que tu as eues, où il y avait ton envie, ton consentement et ce désir, quels souvenirs tu en gardes? Alors, comment dire? Alors, pour sortir, mon idée, en fait, après ce qui s'est passé, c'était que je refusais déjà quand j'étais gamine, mais maintenant c'est pareil, absolument que ce soit ce qui me définisse. Il est hors de question qu'un maboule me casse les bonbons, que ce soit le corps, le machin. Ok, c'est ce qui s'est passé, c'est fait. Maintenant, la question c'est pas de vivre avec en portant la culpabilité, non, rien à foutre. Ça m'intéresse pas du tout. Ouais. On fait avec les cartes qu'on a, moi mes cartes elles sont celles-ci, et du coup bah je vais m'en servir. Et du mieux que je peux. Ce qui n'est pas facile. Mais je me suis rendu compte assez vite enfin j'ai pas fait de déni sur le fait qu'il y avait un traumatisme. Et du coup, pas forcément d'aller le chercher pour aller le chercher, mais comment je peux dire ça? T'as voulu prendre les choses en action, en fait, te réapproprier... Oui, c'est ça, mais disons que au lieu de faire une construction de ma sexualité, il fallait faire aussi une reconstruction. Et en fait, c'est génial. Parce que ça m'a permis... Je dis absolument pas merci à ce qui s'est passé, hein. Oui. Enfin, je veux dire, c'est pas la question, mais merci à tous les gens qui m'ont... Enfin, ou tout ou mon esprit, ou que ce soit mon corps, ou toutes les aides que j'ai, des amis, etc., qui ont fait que j'ai pris conscience de ce truc-là, que c'est génial, en fait, parce que ça m'a aidé énormément à me détacher encore plus que je l'étais, on va dire, de certaines étiquettes qu'on peut balancer à tout le monde, que notre société étant ce qu'elle est, ce qui est hétéronormatif énormément, tout ce qui est l'idée des genres, et du coup très tôt, moi je suppose un peu comme ça déjà quand j'étais gamine, mais ça m'a poussé encore plus dans l'idée de construire au maximum en fait quelque chose qui était à moi, et non pas une sexualité étiquetée, de me rapprocher en plus de qui j'étais moi et de ce que ça veut dire pour moi. C'est un programme. Attention, parce que on peut pas sauter directement à l'étape sexe. Wouh. D'abord, il faut que dans mon esprit à moi déjà, il fallait que ce soit imaginable, même pas forcément une question de sexe, c'est simplement d'avoir quelqu'un à côté de moi, ou même en enlevant complètement l'idée même, parce que c'était même pas possible pour moi d'imaginer ça. Même pas dans ma tête, quoi. Et du coup, que ce soit une personne, une femme ou un homme. Enfin, une femme, c'est quand même beaucoup plus facile parce que j'ai un rapport aux femmes qui est tellement, j'adore les femmes, je trouve ça génial. Disons que je vois beaucoup plus facilement un allié, tout de suite, instinctivement, en une femme, qu'un homme, pour des raisons personnelles. Ça veut pas dire qu'ils ne le sont pas, évidemment. Mais disons que, voilà, une autre personne, pour moi, dans la sexualité, c'était impossible de l'imaginer. Du coup, pendant quelques temps, je me suis dit, mais du coup, ça veut dire que j'ai pas de sexualité. Ce qui, évidemment, n'a aucun sens, en fait. Oui. Parce que, c'est même cette espèce d'idée quand on va chez gynéco qui me dit, êtes-vous sexuellement active? Je suis un être sexué, donc de toute façon, j'ai une sexualité. Même si je passe pas toute ma journée à me masturber toutes les 5 secondes, je suis un être sexué. Enfin, ça dépend comment on définit la sexualité. Oui, c'est ça encore. Voilà, mais du coup, génial. Du coup, je me suis dit, de me réapproprier, ou enfin même de m'approprier consciemment, parce que je l'avais jamais fait vraiment consciemment, le corps. Alors que ce soit la beauté, la sexualité, l'image. Moi, je suis une personne qui est pas très, visuelle. Les photos, tout ça, ça me parle très peu. Du coup, je me sers de ce que j'ai. Et ce que j'ai, c'est le toucher. C'est génial. L'odeur, j'adore. Ce soit le goût, enfin, même le son, moi, vraiment, ça me parle énormément. Du coup, j'y vais avec ça. Appropriation du corps, enfin, d'entrer en présence du corps. Petit bout par petit bout, grâce à l'imagination et à qui je suis, de construire, moi, une sexualité vraiment présente, et de dépasser cette idée que pour moi, pour mon concept de la sexualité, que c'est pas forcément quelque chose déjà qui est physique. Et ensuite, que ce soit quelque chose de très 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 proche pour moi de la sensualité. Et du coup,
pour moi c'est quelque chose que t'as toute la journée. C'est une espèce d'énergie qui est dans ton corps comme ça, qui change tout le temps. Et en fait, c'est toi. Là, en étant assise, du coup, il y a ce truc de sexualité que tu transformes et que t'en fais ce que tu veux. Comme là, ça peut être de parler, ça peut être ensuite même en marchant, tu vois, du coup, il y a cette espèce de pulsation à l'intérieur de toi, quelque chose qui vit en toi, voilà. Et du coup, malgré, avec toutes les expériences que t'as, que tu considères comme bonnes ou mauvaises, ou pas bien, ou on s'en fout, ça n'enlève pas, ça ne fait que nourrir, en fait, ce que tu es à l'intérieur en tant que personne, et du coup, ta sexualité, puisque ta sexualité fait partie de la personne que tu es. Même si tu décides d'entrer dans un couvent, de jamais avoir de relations sexuelles, comme on les appelle nous, ou même si tu es un être et que tu considères toi-même comme asexuel, vraiment au plus fond du spectre de la sexualité, du coup, de jamais vraiment avoir de désir, pour moi, t'as quand même une sexualité qui est la tienne, et du coup ça te correspond à toi, et elle est parfaite pour qui tu es, et elle change, on n'est jamais les mêmes toute la journée, donc du coup je me suis construite dans cette idée de mon truc, que ça m'aille à moi. Mais je pars de tellement loin sur certains trucs que ça me permet de goûter avec plus, les autres, je sais pas comment ils font, mais en tout cas, pour moi, ça me permet de prendre plus conscience et de profiter encore plus de certaines sensations, que ce soit tout le corps entier, en fait, qui vibre de cette sexualité tout le temps. Ouais. Quoi qu'on puisse te dire que oui, non, ça t'a brisé, ça t'a je sais pas quoi, ou non. Voilà, ça m'a, je suis une grosse barre dans la tronche. Mais ça n'enlève pas qui je suis, et ça ne bougera, pour moi, en tout cas, c'est une illusion de dire que quelque chose est... En tout cas, pour moi, si quelque chose est là, vraiment là, on peut ni l'enlever, on peut pas l'enlever, pas le briser, pas le blesser. Ça existe. Après, tout ce qu'on voit autour, ça peut être un peu désagréable, mais le truc central, on va dire, c'est comme une pulsation vitale qui fait que c'est là, et ça ne peut pas ne pas être là. Donc finalement, dans ta vie, la sexualité, elle a une place très importante parce que parce que en fait tous les jours tu la vis dans ton corps, quand tu la ressens, parce que t'as l'air d'avoir vraiment une notion de ton rapport au corps, de tes sensations. Finalement, t'es très très présente à ta sexualité. En tout cas, j'y travaille. C'est une présence du corps, de la sensualité du corps, et de me rappeler que c'est agréable. Et que c'est à moi. Et que du coup, de me détacher de plein de choses, pas me détacher justement de les lâcher, mais de les transformer. Que ce soit, du coup, la main de quelqu'un, ou même ma main à moi qui passe sur le bras, ou n'importe quoi, tout ça, c'est les moindres... même sans se toucher, cette espèce de pulsation qu'on sent déjà, que moi je sens à l'intérieur de moi, parce que toute la journée, il y a quand même ton cœur qui bat toute la journée, de simplement s'arrêter et sentir cette espèce de t'as le rythme, il y a toute cette espèce de truc que moi je trouve du coup que je rapproche musicalement, évidemment, et en plus quelque chose de très sensuel, quoi. Il y a vraiment un rythme dedans qui part de très bas et qui est là tout le temps. Après il s'excite parce que t'as peur, ou que là t'as faim, et du coup t'as vu un chocolat et tout, oh my god, et là t'as battu et là tout. Tu me dis beaucoup que toi c'est ta sexualité par rapport à ce que tu vois en fait à l'extérieur. Oui, à ce que Qu'est-ce que quand tu regardes la société, ou quand tu parles à tes amis, tu trouves qu'il y a quelle image de la sexualité qui transparaît? C'est compliqué comme question. Alors, c'est quoi ce mot? Ça me fait presque rire en fait. Parce que moi, ce que je vois, c'est qu'en fait, on essaie de... L'idée qu'on se balance les uns les autres, et à nous-mêmes, c'est que surtout, il faut qu'on soit bien dans le modèle, qui va bien correspondre à personne. On a besoin d'une structure, et c'est super, et qu'on ait des mots, des définitions, ces définitions changent, mais voilà, les humains, c'est des trucs vivants, qui sont pas pareils, et du coup, il faut... c'est génial d'avoir ces lignes directives, et c'est parfait, mais voilà, que chacun prenne se l'approprie ou non, et fasse sa vie tout seul. Donc moi ce que je vois surtout, c'est que l'idée c'est qu'on s'entre-renvoie cette espèce de modèle, surtout ce truc en fait de surtout pas être qui on est. Mais c'est l'air de mettre les gens dans des cases. De mettre les gens dans des cases, et de les obliger jusqu'à une violence terrifiante en fait, à rentrer dans un schéma qui ne leur correspond pas. Après, ça marchera pas. Ça marchera jamais. Parce que je pense que l'humain ne peut...
même si on se force nous-mêmes comme on le fait à rentrer dans des trucs et tout, parce que moi, ce que je dis, oui, d'essayer d'avoir sa propre sexualité et tout, déjà c'est facile à dire. Et ensuite, pour rester dans l'optimisme à fond, je pense que oui, on se force en fait nous-mêmes, etc. Mais il y a toujours un moment donné où ça ne peut pas ça ne fonctionne pas. Simplement parce qu'on met un moule sur quelqu'un qui ne rentre pas dans le moule. Oui. Donc ça veut pas dire qu'il a pas essayé de son mieux de faire semblant, de lui-même de rentrer du mieux de sa volonté en fait d'être dans ce modèle-là. Mais comme ce n'est pas qui on est, eh ben ça ne peut pas fonctionner. On peut pas changer qui on est. C'est comme quand on va acheter des vêtements, cette espèce de truc génial, et que le vêtement ne te va pas. Et du coup, tu vas changer ton corps en faisant des régimes de malade pour rentrer dans le vêtement. Ou, autre solution, tu changes le vêtement et tu gardes ton corps à toi. Après, c'est pas pareil parce que le corps change, mais du coup, c'est l'idée que toi, qui tu es, toi, du coup, c'est pas s'adapter à ce qu'on attend de nous, en fait. Voilà, après, on vit dans une société, donc on est obligé de s'adapter. Mais il y a un moment donné où, de toute façon, ça ne peut pas fonctionner. Ça fait beaucoup penser à une interview de Léonora Miano que j'ai entendue dans le podcast La Poudre. Lorraine Bastide, la présentatrice, parle d'hétérosexualité, homosexualité, et je sais plus exactement dans quel concept. Et en fait, Léonora Miano dit « Moi, je ne comprends pas pourquoi on définit les gens de la manière avec laquelle ils font l'amour. » Parce qu'elle dit que ça crée des cases, donc par exemple la case hétérosexuelle, la case homosexuelle. Elle dit vous avez un hétérosexuel qui a envie de pratiquer la sodomie ou d'avoir des pratiques qui sont dites homosexuelles. Et donc tout de suite ça va être attends mais t'es pas dans la bonne case, toi il faut que tu sois dans la case homosexuelle. Alors qu'en fait il y a une sorte de fluidité où ces cases qui sont quand même importantes pour se définir, elles posent parfois des limites. Dans les mentalités. Mais donc... je suis complètement d'accord en fait. Je pense que dans l'état où on est, sociétalement et humainement, on a besoin de structure, on a besoin de directives. Pas de directives dans le sens désordre, mais on a besoin d'aide en fait. Parce que pour sortir du déni de plein de choses, de qui on est, de qui ce sont les autres en fait, on a besoin de mettre des mots dessus. Et je pense que c'est très important de mettre des mots dessus. Donc c'est pour ça qu'il y a plein de mots qui sont apparus dans les dernières décennies. La pansexualité, la bisexualité, transgenre, on essaie de définir un peu plus ce que c'est, simplement de les laisser exister tranquille aussi, mais bon ça c'est autre chose. Mais oui, je pense qu'on a besoin de ces titres et on a besoin de ces cases. Mais il faut avoir conscience que ce sont des cases et des étiquettes. Il y en a qui, le fait d'avoir un mot dessus, ça les aide énormément. De l'entendre à la télé, de l'entendre à la radio, de voir que il y a d'autres personnes comme nous, ça forme des communautés, ça forme des aides. Pour tous. De la visibilité. Et du coup, ça veut dire qu'on sort du déni et qu'on accepte que ça existe. Une fois qu'on a dépassé ce truc, évidemment que le but ultime vers lequel nous allons, je n'ai aucun doute, c'est que chacun fait ce qu'il veut. Voilà, sans faire du mal aux autres, c'est tout. C'est de te faire le moins de mal possible à toi-même et le moins de mal possible aux autres. Voilà, de sortir de ça. Mais pour l'instant, on a besoin. Évidemment, ça crée des limitations, même dans la communauté LGBT. Évidemment, il y a plein de violences venant de tout ce qu'on considère non LGBT, même si voilà, ça fout des cases encore et du coup, ça fait encore des différences. Mais de violences qui viennent de l'extérieur entre guillemets, et après entre le milieu LGBT c'est pareil, t'es pas la définition d'homosexuel homme comme moi je considère que c'est, donc du coup t'es pas un vrai homosexuel. L'idée aussi que les bisexuels, en fait un homme bisexuel ça n'existe pas, en fait c'est un homo refoulé, enfin c'est que des trucs comme ça, t'es pas la lesbienne que je veux que tu sois, enfin c'est très très... On évolue tous. Ce qui est très beau, c'est avec tous ces mouvements, par exemple, l'idée du féminisme intersectionnel, qui est en train vraiment de prendre de plus en plus de visibilité. Enfin, moi, c'est ce que je ressens au quotidien, et ça fait un bien fou. Et ça met un sentiment d'apaisement, de se dire, ok, là, on est en train de montrer qu'il y a une ribambelle de personnes, que cette ribambelle de personnes, elle veut être libre, elle veut vivre sa vie, elle veut être qui elle veut être, et puis c'est tout. Puis cette acceptation de toute l'humanité. Mais je trouve que c'est de mieux en mieux. C'est pour ça que cet optimisme me plaît beaucoup, parce que ça met en avant quand même que ça bouge. J'ai l'impression qu'en fait on ne peut pas ne pas y aller. Et même si on peut ne pas y aller pendant très longtemps, il y a un moment donné, t'es obligé de te retrouver face à toi-même parce que ça ne fonctionne pas. Et du coup, même ton corps il va s'arrêter. Tous les burn-out, les trucs, c'est toi-même qui te dis j'en peux plus quoi. Et du coup oui, ça fait peur, oui, c'est dur, etc. Et je suis complètement d'accord. c'est pas facile, on va dire, c'est pas toujours facile, mais il ne peut pas ne pas y avoir de lumière à la fin du chemin, en fait, parce que même le chemin, ça y est. C'est comme cette idée de sexualité à l'intérieur de toi qui peut pas être enlevée.
quoi qu'on te balance à la tronche ou que tu te balances toi-même à la tronche, tu es, et du coup ça ne peut pas être effacé. Ça ne peut pas ne pas être. Est-ce que tu l'aimes, ton corps de femme? Ça dépend. Ça dépend des fois. Souvent quand je me croise dans le miroir, pas du tout. Parce que j'ai l'impression que c'est pas moi du tout. Ouais. Parce que je le vois pas très bien mon corps. Mais en tout cas, je l'aime quand je le sens. Quand je le ressens, ouais. J'aime beaucoup. C'est très sympa. C'est une machine de ouf, en fait. En fait, c'est par là beaucoup que je me suis construite. Par la sensation. Je me suis vachement intéressée à toute la grossophobie, etc. Tous les titres, etc. Enfin, pour le rapport au corps, visuellement, etc. Mais surtout le corps de la femme plus particulièrement, évidemment. Par rapport au ventre, notamment. Tout ce qu'on y met dessus, que ce soit alors l'utérus de la femme, ensuite que tu vois l'idée de la mère, tout ça c'est plein de trucs autres sujets encore un peu complexes, mais simplement mon ventre à moi, mon bidou. Ventre j'aime pas trop, mais bidou je trouve ça trop rigolo. Et du coup de l'idée que c'est hyper agréable de le regarder, peut-être c'est pas beau. Enfin, au départ, en tout cas, ça l'était pas. Du coup, tu vois, t'as les bourrelets, machin, c'est pas top. Et puis, parfois, il fait des blablabla. Et en fait, au départ, je me disais, c'est hyper gênant, t'es en public, et du coup, ça fait grave du bruit. Et en fait, à partir du moment où je me suis dit qu'en fait, c'est mon ventre qui me parle, je trouve ça génial. Un truc qui m'a aidé, par exemple, c'est cette idée d'avoir ton ventre dans tes mains. C'est hyper agréable. C'est presque comme un doudou. C'est comme un truc hyper... Qui t'accompagne. Ouais, mais oui, qui t'accompagne, mais ça reste le centre de ton corps. Enfin, il y a tout à l'intérieur, il y a tous tes organes, il y a une espèce de chaleur qui vient de là que tu peux pas enlever. Si il y a pas de chaleur, t'es mort. Hein, donc voilà. Donc, si t'es vivant, c'est qu'il y a ta chaleur dedans. Et c'est vraiment, c'est ta maison en fait. Et du coup, mais de le sentir dans mes mains comme ça, c'est hyper agréable. De toucher ta jambe, c'est agréable. Et du coup, voilà, chaque petite partie de ton corps qui, au départ, est plein de parties, enfin en tout cas de mon corps à moi, comme si je le voyais dans plein de parties différentes qui étaient comme un puzzle qu'on avait assemblé. Et en fait, je travaille encore à ce que ce soit plus du tout des petites parties de toi, mais un seul truc, un seul ensemble. Et déjà pour moi ça, c'est une énorme victoire, vous vous rendez pas compte. Et quels outils tu utilises pour faire ce travail? Méditation beaucoup. On m'a beaucoup parlé de ce truc de se regarder dans la glace et de dire j'adore et de s'auto-érotiser. Je suis absolument incapable de faire ça. Mais méditation beaucoup, massage pour sensation, le toucher. Le sport aussi, de sentir ton corps qui fonctionne, qui bouge, qu'il a un outil, enfin que tu te rends compte à quel point c'est un outil génial en fait. Et simplement de fermer les yeux, de sentir, moi ce qui m'aide énormément, c'est cette idée de pulsation et de vraiment la sentir. C'est ce qui a complètement transformé ma vie, mais vraiment transformé. Je me suis retournée comme une crêpe, c'est vraiment, ça m'a permis de rentrer vraiment en présence en fait, simplement d'aller voir en fait toutes ces personnes qui habitent à l'intérieur de toi. J'avais adoré, j'avais lu comme ça, ou quelqu'un qui m'avait dit qu'il y a autant de bactéries, ce qu'on appelle nous bactéries, mais en fait c'est des petites cellules comme ça, dans ton ventre, il y en a beaucoup plus qu'il y a d'étoiles dans le ciel. Et je trouve ça trop joli parce que, du coup ça m'a permis moi d'imaginer que c'est la galaxie dans ton ventre. Et du coup, si tu vois, tu zoomes dedans, parce que t'as un super budget dans ta tête, tu zoomes tu zoomes comme ça, et t'arrives sur une petite planète, et sur cette petite planète, il y a plein de personnes qui se travaillent. Et ces personnes, c'est tes cellules. Et du coup que eux, par contre, dans ton corps, il y a que des gens qui sont cool. Que des gens géniaux, qui sont hyper évolués et qui ne travaillent que pour que tu sois bien. Donc ton corps à toi, tout ce qu'il veut faire, c'est que tu sois bien et que tout fonctionne. Et lui, il est au taquet. Ce moment où j'ai senti vraiment la première pulsation de n'importe quoi, simplement le cœur déjà c'est plus simple à sentir. Et du coup de ne plus être active sur cette pulsation et d'avoir confiance que de toute façon elle est là. Donc de lâcher en fait, et que en lâchant, bah elle est toujours là. C'est quelque chose qui t'accompagne, donc comme si tu te mettais en arrière, mais pas passivement, mais activement tu es en train de les laisser vivre en fait. Et la confiance que tu mets dans ton corps, est-ce que ça t'aide à avoir confiance en qui tu es? Ouais, oui. Ça m'aide à... Oui. Pour moi c'est assez... Oui. Très bien. Ça me paraît très très réponse clair. Seule et uniquement. Alors j'ai encore deux petites questions. Il y en a une peut-être un peu plus grande que l'autre. C'est avec tout ce qui s'est passé, ou avec ce qui s'est passé quand tu étais plus jeune, comment aujourd'hui tu gères ton rapport au masculin? C'est compliqué. C'est compliqué parce que j'ai toutes ces... Je suis quand même dans une société extrêmement machiste et patriarcale.
Et en même temps, je refuse catégoriquement de croire tout ce qu'on me raconte. Dans le sens où toute cette idée de oui, mais c'est des garçons, oui, enfin d'enlever la responsabilité à un homme en fait. Je trouve que c'est d'un mépris pour le masculin qui est terrifiant. Et qui n'aide personne, que ce soit ni eux ni nous, ni les autres, ni les chiens, les chats, enfin ça aide personne en fait. Ça lui enlève son pouvoir de choix, mais d'intelligence, ça enlève la beauté de ce que je suis certaine, de toute façon je le ressens pas très bien, mais je suis certaine qu'est le masculin. Je suis certaine que c'est extraordinaire. Que les hommes, c'est génial. Les hommes, c'est ouf. Et toute la journée, on devrait dire, mais les hommes, c'est génial. Ouais. Mais c'est ce qu'on dit mal, entre guillemets. Et aux hommes et aux femmes. On leur enlève, pour moi, leur pouvoir, leur responsabilité, et du coup, là, il y a une espèce de rebalancement, du féminin, entre guillemets, qui enlève les masques, en fait, qu'on s'est mis nous-mêmes, qu'on nous a mis et qu'on s'est mis nous-mêmes sur nous. Donc, on montre, en fait, qu'est-ce que c'est, du mieux qu'on peut, au plus profond qu'on peut, notre féminin, nous-mêmes. Et du coup, ça révèle, par réverbération, par vibration, le masculin, qui est ce masculin merveilleux, qui est génial. Et moi, je considère qu'on a un masculin féminin à l'intérieur de nous, et que du coup, c'est pareil, c'est cette idée de genre qui est intéressante, et qui est utile, mais c'est pas la vérité, parce que c'est trop petit pour ce qu'est un véritable être humain pour moi. Et du coup, plus je me m'aide moi, plus ça aide de ce qu'il y a autour de moi, je pense. Et du coup, oui, c'est difficile pour tout le monde. Pour un homme, en ce moment, moi, ceux qui viennent quand je parle, etc., et je vois il y a cette espèce d'idée de redéfinition de la masculinité, et du coup, ils sont un peu perdus, et donc ils sont un peu en colère aussi, parce que du coup, ouais, ça les blesse dans leur truc. Mais, est-ce que c'est pas une super nouvelle? Une nouvelle extraordinaire? Que ce soit, au contraire, remis en question? Que cette idée du masculin, qui ne leur correspond pas non plus, parce qu'ils sont, les hommes ne sont pas forcément plus heureux, avec tout ce qu'on leur fout sur le dos, puis ça rejoint aussi toutes les peurs qu'on a dans nos sociétés, on vient des puritains, etc. Le sexe c'est pas bien, le corps c'est pas bien, tout ça déjà c'est tout un long programme à guérir en fait. De toute façon, on ne peut pas avancer sans les autres. On peut pas laisser derrière en fait quelqu'un. Même si c'est le plus gros bouffon de ta vie. On peut pas le laisser tout seul. Donc, déjà parce qu'il fait pitié. Sachant que notre boulot, c'est pas de gérer les autres, c'est de se gérer soi. Oui, mais je pense qu'en nous gérant nous, ça fait que les gens, ils le voient. Et même s'ils le voient pas consciemment, ça fait qu'ils voient des gens qui vivent plus comme ils sont eux à ce moment-là. Ça fait que, c'est pas ricochet, tout le monde est touché. On peut pas ne pas être touché. C'est génial. Plus on avance et plus les gens avancent, et du coup, on va tous vers dans cette direction. En quelques mots, est-ce que tu aurais des conseils pour les auditeurs? Qu'est-ce qui est important pour toi que les gens fassent pour justement se trouver, quand tu dis que c'est ça qui va faire ricocher et c'est ça qui va faire avancer? Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'occuper de soi? Se prendre en charge. Okay. Se prendre en charge à fond. En fait, l'idée c'est que tous les outils, les exercices imaginables qu'on peut, on a tous des amis, ou on a tous internet, et même quand on n'a pas internet, on a tous une imagination extraordinaire. Ouais. Tous les moyens sont bons, entre guillemets, tant que tu te fais le moins de mal possible. Le plus de bien possible à toi, et le plus de bien possible aux autres. Et il y a plein d'aides qui viennent partout, et ça c'est génial. Et donc, des outils, on les a, ils sont là tous. Et si on en a besoin, on va les chercher. Si on a besoin, on les demande, et ils viendront toujours, j'en suis sûre. Et même si ça vient pas de l'extérieur, on a tout à l'intérieur. Toute l'imagination qu'on peut, ou même si on n'a pas besoin de faire un véritable exercice, tout dans ta tête, tu peux tout faire dans ta tête, je pense. Et tu peux tout guérir dans ta tête comme ça. Donc les outils, on les a. Et, le plus important pour moi en tout cas, c'est de te prendre en charge. C'est-à-dire que personne va le faire à ta place. Il y a des gens qui nous aident, et c'est et au top. Merci, les gars. Super. Personne d'autre ne peut savoir ce qui nous convient à nous, à part nous. Donc, pour moi, il y a deux choses, c'est vraiment se prendre en charge soi. Dans sa vie, que ce soit sexuelle ou autre, mais du coup, c'est la même chose pour moi. Actif dans sa, j'allais dire guérison. Oui, parce qu'on a tous des blessures, etc., mais c'est y aller. Y aller. Et si ton rythme c'est très très lent, fais-toi plaisir. Enfin, voilà. Oui, c'est en fait se prendre en charge et avec le plus de douceur possible, quoi. Okay. Voilà.
Merci beaucoup, Anna. Mais de rien, j'espère que c'était clair et que j'ai pas... T'en pas, c'était parfait, merci. Ce podcast est le premier projet de la plateforme Vivre avec Gaïa, dédié à l'émergence d'un monde plus conscient. Il n'aurait pas pu voir le jour sans le soutien et la participation de nombreuses personnes. Merci à Théo qui rend ces échanges plus beaux. Merci à Clémence pour ses logos. À Déborah qui dessine les portraits magnifiques des invités. Et merci à Didier pour un générique détonnant. Enfin, merci à Anna qui a osé partager ce petit bout d'intimité si précieux. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain épisode d'Intime Gaïa. Et si vous souhaitez en savoir plus sur cet univers, n'hésitez pas à vous abonner au compte Instagram Vivre avec Gaïa.